Dans un avenir pas si lointain, dans la ville animée de Moscou, Oleh et l'Aliona ont un rendez-vous. Oleh révèle qu'il est un soldat bénéficiant d'un congé de 2 semaines. Le rendez-vous est un succès et ils passent la nuit ensemble. Au même moment, à Paris, un avion est sur le point d'atterrir lorsque brusquement tous ses phares s'éteignent et que tous les passagers perdent connaissance. Cette panne de courant se propage rapidement à l'échelle mondiale, n'épargnant qu'une petite partie de l'Europe de l'Est. Oleh et Aliona observent les drones survolant Moscou gelés en plein vol, les incitant à se précipiter dans le hall de l'hôtel pour enquêter sur la situation. Tous les occupants du bâtiment s'y rassemblent pour suivre l'actualité. Le présentateur révèle que cela n'était pas dû à une calamité naturelle et qu'au départ, ils soupçonnaient qu'il s'agissait d'un acte terroriste, mais ils ont réalisé qu'ils avaient perdu la communication avec le reste du monde. Une escouade de soldats, sous la houlette du maire Dolmatov, est dépêchée en mission de reconnaissance à Kirov, l'une des nombreuses villes aujourd'hui plongées dans l'obscurité. La journaliste Olga les accompagne pour documenter les découvertes qu'ils pourraient découvrir. Le gouvernement a déjà déployé des drones dans cette zone, mais aucun n'est revenu. L'équipe parcourt la ville et entre dans un magasin où elle utilise une boule luminescente spéciale pour éclairer son environnement, ce qui conduit à la sombre découverte que tous les habitants ici sont décédés, y compris les poissons dans le bol. Ils s'interrogent sur la cause du décès car il n'y a aucun signe apparent d'attaque, c'est comme si cela s'était produit instantanément, à l'improviste. Ils commencent alors à fouiller différents appartements, où ils trouvent tout intact, comme si de rien n'était. Encore une fois, cela semble s'être produit en un instant, comme si les gens s'évaporaient. Soudain, l'un des soldats est agressé par une entité énigmatique. Le reste de l'équipe se précipite à son secours, mais lorsque l'entité les repère, elle s'empare de l'arme du soldat et s'enfuit par la fenêtre. L'équipe riposte instantanément, mais l'entité semble insensible aux balles et s'échappe rapidement. Il transporte le soldat blessé jusqu'à leur avion et demande s'il a aperçu son agresseur, mais l'obscurité et le chaos ont rendu impossible le taux de discernement. Un mois plus tard, plus de 100 millions de Russes sont présumés morts et le gouvernement tente d'exhorter la population restante à rester calme. Cependant, les factions religieuses se rassemblent car elles croient que l'apocalypse est imminente. Pendant ce temps, Yura fait partie des nombreux civils qui reçoivent une lettre l'invitant à s'enrôler dans l'armée. Yura réside avec sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et cela lui fait du mal de la quitter, mais il s'enrôle néanmoins. En partant pour la base, il observe l'état actuel du monde où à peine un mois suffisait pour que les rues paraissent post-apocalyptiques. Yura finit par faire partie de l'équipe d'Oleh qui est informée du scénario actuel par Dolmatov et le colonel Mavina. Chaque ville plongée dans l'obscurité est considérée comme étant en quarantaine et le seul pouvoir restant peut être attribué à Moscou, à certaines régions de Biélorussie, d'Ukraine et de Finlande. Cette région est appelée le cercle de Vissé. Certaines équipes de Redcon sont revenues avec des corps et ont découvert que la cause du décès était due à des neurotoxines endogènes, des produits chimiques produits par le corps humain. Les nouvelles équipes ont 2 responsabilités: trouver des indices pour aider les scientifiques à comprendre la cause de ces neurotoxines et s'aventurer plus profondément dans la zone de quarantaine pour collecter des ressources car Moscou manque de fournitures. Il doit faire preuve de prudence car de nombreuses équipes ont déjà été dépêchées et la plupart d'entre elles ne sont pas revenues, malgré la présence de chars pour se protéger. Alors que tout le monde se prépare, d'autres volontaires arrivent et volaient être surpris de voir Aliona parmi eux. Soudain, une alarme retentit, signalant une attaque imminente. Apparemment, un groupe important d'ennemis approche, ce qui incite les soldats à se rassembler à la frontière entre la base et la zone de quarantaine. À cet instant, l'alimentation électrique de la base est coupée, ce qui amène Dolmatov à commencer à tirer des fusées éclairant pour une meilleure visibilité. Lorsque les étranges créatures se rapprochent suffisamment, les soldats ouvrent le feu. Certaines de ces créatures parviennent à s'infiltrer dans la base et commencent à attaquer tout ce qu'elles voient, faisant perdre connaissance à Oleh. Le lendemain matin, Oleh se réveille sous le poids d'un ennemi décédé.
Yura remarque qu'il respire encore et appelle à l'aide pour déplacer le corps, et maintenant Oleh se rend compte que l'étrange créature était en réalité un ours massif. En fait, il y a des dizaines de carcasses d'ours de l'autre côté de la frontière, et personne ne comprend pourquoi ils se sont comportés de cette manière. Olga est également présente, documentant tout pour l'actualité. Oleh est transportée à l'infirmerie et découvre avec surprise qu'Aliona est médecin. Elle soigne ses blessures et lorsqu'il ressent de la douleur, elle l'apaise avec un baiser. Pendant ce temps, Marina et Dolmatov discutent du sujet des ces capteurs, c'est un groupe d'individus qui auraient acquis des pouvoirs après la panne. Marina précise qu'ils ne sont pas comme des super-héros, les capteurs peuvent en fait recevoir des données dans leurs esprits de la même manière que les radios reçoivent des signaux. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de décoder les données ni de comprendre comment cela s'est produit. Le capteur le plus puissant est Sacha, qui se trouve actuellement dans un hôpital militaire. Depuis la panne de courant, il fait des cauchemars concernant un mystérieux homme chauve. Aujourd'hui, il reçoit la visite de Chenia, qui prétend qu'il a été renvoyé par quelqu'un nommé. Il explique que la première vague a effacé tous les appareils électroniques, la seconde a déclenché l'anéantissement de tous les êtres vivants et que la troisième vague affectera tous les survivants dans la zone de quarantaine, ils seront attaqués. Ils sont par millions et leur autonomie est perdue, mais il est encore temps d'y mettre un terme. Sacha ne veut pas participer à cela et appelle la sécurité, mais les Strokes ne peuvent pas repérer Chenia et informer le médecin que Sacha voit des choses. Le reste des soldats se préparent à la tâche. Yura finit par voyager avec Olga, qui lui pose quelques questions devant la caméra. Yura avoue que les circonstances actuelles ne le dérangent pas, car cela lui a donné le but de sa vie et c'est préférable à être chauffeur de taxi. En atteignant la zone de quarantaine, il trouve les chars démolis au sol et une gorge traversant les structures, ce qui suggère que la troisième vague a déjà commencé. La vidéo de cette dévastation plonge la population restante dans la panique, entraînant des émeutes et une augmentation du taux de criminalité qui déferle sur la ville. Le gouvernement assure qu'il s'attaque à ce problème, mais les citoyens soupçonnent leurs dirigeants de cacher quelque chose. Les soldats sont répartis en équipes pour couvrir plus de territoire. Yura et Olga font partie de l'équipe 7, et alors qu'ils traversent la forêt, une tension ludique s'installe entre eux. Quand Oleh récupéré arrive, il rejoint le groupe 4, qui sombre un petit village. L'un des soldats déverrouille une salle de stockage, ce qui fait tomber un tas de tiges de métal sur lui et le blesse à la jambe. L'équipe décide de se reposer dans une maison jusqu'à l'arrivée d'un médecin. Le lendemain matin, Alion se présente et déclare que le soldat doit rentrer à Moscou avec elle s'il ne veut pas perdre sa jambe. L'équipe s'est également passé la nuit dans un appartement et pendant qu'ils se prennent leur petit déjeuner, Yura observe quelque chose d'étrange dans un magasin. Ils examinent l'enregistrement d'Olga et confirment que les portes n'étaient pas déverrouillées à leur arrivée. Yura et quelques soldats rentrent dans le magasin et découvrent des signes de présence de quelqu'un, alors ils décident d'installer des pièges. Ils retournent ensuite à l'appartement et attendent l'activation des pièges, cela n'intervient qu'à la tombée de la nuit. Tout le monde se prépare à partir, mais Yura demande à Olga de rester à l'intérieur et lui demande d'utiliser les fusées éclairantes pour demander de l'aide s'ils ne reviennent pas. Olga finit par défier Yura et suit l'équipe malgré tout pour tout documenter. À l'intérieur du magasin, ils découvrent un adolescent blessé par les pièges. Ils l'amènent dans l'appartement et tentent de l'aider, mais le garçon réagit en saisissant un couteau et en assassinant un soldat. Les autres répondent instantanément en l'abattant. Pendant ce temps, Sacha va prendre l'air sur le toit de l'hôpital et est soudainement surprise par une pièce d'identité, l'homme dont Chenia l'a informé. Chenia n'était qu'un lien mental. En effet, il est présent et demande l'aide de Sacha. Pour le persuader de sa compréhension, il se révèle. Il dévoile son visage non humain. À ce moment-là, Marina arrive avec un groupe de soldats. Ils pointent leurs armes sur Id, mais brusquement, ils ciblent tout Marina. Id précise qu'il a utilisé ses capacités psychiques pour que les soldats l'aperçoivent comme Id et lui comme Marina. Elle ne devrait donc rien tenter.
Ils prêtent également allégeance à Marina et l'alerte de l'arrivée imminente de millions de personnes comme lui avec l'intention d'anéantir l'humanité. Lorsque Marina s'enquiert de son identité, il déclare que les humains le considéreraient comme une divinité. Marina escorte ensuite Id à son bureau pour l'interroger. Id explique qu'il était censé lancer un processus d'irradiation lorsque la Lune était au-dessus des mers, mais il s'est trompé, la Lune protégeait cette partie de l'Europe, elle était donc à l'abri des radiations. C'est ainsi que s'est déroulé le cycle de la vie, et tout le monde dans la zone de quarantaine n'est qu'un drone irréfléchi prêt à attaquer. L'espèce d'Id a besoin de la Terre alors que sa propre étoile rapproche de sa fin et elle désire un nouvel endroit avec un soleil pour habiter. Par la suite, il révèle qu'il y a eu une ces vagues zéro, c'est qu'il y a des milliers d'années, cette vague était la race humaine, qui est en fait une arme biologique envoyée par les extraterrestres pour anéantir la population indigène de la Terre. Ce sont les premiers habitants indigènes qui ont construit les pyramides et les villes sous-marines, car ils étaient nettement plus avancés. Les humains sont l'arme biologique idéale car ils sont destructeurs et colonisateurs, et ils partagent une quantité substantielle d'âme avec l'espèce d'Id, sauf qu'ils sont privés de tout pouvoir psychique. Les radiations involontaires amènent certaines personnes, comme Sacha, à les retrouver. Une force militaire de la planète d'Id doit arriver demain, mais le frère d'Id, Ra, est déjà présent. Id n'est pas d'accord avec ces méthodes et cherche à le localiser, mais la seule à savoir où il se trouvait Sacha, grâce à ses rêves. Pendant ce temps, toutes les équipes sont brusquement attaquées par des humains contrôlés mentalement. Les soldats ouvrent rapidement le feu et s'efforcent de former une ligne défensive, mais l'ennemi arrive en grand nombre et riposte sans effort, annihilant la plupart des équipes et les obligeant à épuiser leurs munitions. Lorsque leur cachette explose, Yura demande à Olga de tirer la fusée éclairante, mais la plupart des équipes font de même et il n'y a pas suffisamment de ressources pour aider tout le monde. Pour le moment, les rares membres restants du groupe s'attendront sur le toit d'un immeuble pour rester hors de portée des attaquants. La discussion de Marina avec Id est interrompue par un message l'informant de l'attaque et Id souligne qu'ils perdent du temps. Les 4 d'entre eux, dont Shenia et Sacha, s'envolent vers la base et pendant le voyage, Id explique qu'ils est immortel à moins que quelqu'un ne décide de le tuer. En arrivant à la base, Id place Sacha en transe, réussissant à localiser Ra. Situé dans un gratte-ciel à Kirov, Id est impatient de mobiliser les troupes restantes sans délai. Cependant, Dolmatov, en voyant Id, n'est pas sûr de lui faire confiance. À ce moment-là, un soldat rapporte que Moscou est également attaqué. Marina persuade Dolmatov en soulignant que l'Id est leur seule chance de survie. Pendant ce temps, le groupe 7 décide de descendre dans le bâtiment à la recherche des équipes qui n'ont pas réussi à envoyer de fusées éclairantes. Olga est pétrifiée, mais Yura la calme avec un baiser et la descend doucement. En parcourant les rues, ils rencontrent quelques civils et les éliminent sans aucun dialogue. Olga est dérangée par cela car ils semblaient inoffensifs, mais Yura lui rappelle que l'adolescent semblait également inoffensif au départ. Pour valider son point de vue, une nouvelle vague de drones humains les attaque. Tous les autres soldats périssent, mais Yura réussit à repousser les attaquants, subissant ainsi des blessures. Ils se réfugient dans un garage, où ils soignent les blessures de Yura et découvrent une voiture avec du carburant et des clés pour leur fuite. De retour à la base, Sacha admet sa peur d'Italie car il pense que Ra l'a vu pendant la vision. Il lui permet de rester sur place pour sa propre sécurité. Alors que l'équipe de Dolmatov part dans des chars, Marina se rend compte de l'absence de Sacha et arrête tout le monde. Soudain, un barrage de roquettes frappe la base, provoquant une explosion. Marina pointe son arme sur Id, furieuse parce qu'il était visiblement au courant, et Id avoue que c'est vrai. Cependant, si Sacha les avait accompagnés, l'équipe aurait péri et ils ne seraient pas sortis victorieux de la guerre. Le lendemain matin, Yura et Olga rencontrent Oleg et Alion. Leur équipe ne compte également que peu de membres et ils ont épuisé leurs munitions. Heureusement,
l'équipe de Dolmatov les localise peu de temps après et les invite à rejoindre la mission visant à éliminer Ra. Olga et Aliona doivent les accompagner car il n'y a pas de base où retourner. Quelques heures plus tard, l'équipe atteint Kirov. Dolmatov est surpris par l'absence d'attaque et Id explique que Ra pense avoir péri à la base. Les rues sont barricadées par des drones humains, certains d'entre eux sautant d'un rond avec des bombes. L'armée avance sans relâche avec les chars, tirant ou écrasant tout adversaire qui tente de les arrêter. En atteignant le gratte-ciel, Id conduit Yura et une poignée de soldats sur le toit, tandis que les autres restent à l'entrée pour se défendre. La bataille est brutalement féroce et ils ne savent pas combien de temps ils pourront la soutenir, alors Olet escorte les civils à l'étage. Après avoir éliminé tous les ennemis à l'intérieur, Id et les soldats affrontera sur le toit. Yura tente de l'attaquer, mais Ra le repousse simplement et le laisse au bord du gouffre. Id affronte ensuite Ra et leur combat est assez équilibré, mais lorsque Yura remonte et qu'une explosion massive résonne dans Vesoru, distrayant Ra et donnant à Id l'opportunité de le frapper directement, extrayant un appareil de l'intérieur du corps de Ra. Yura intervient rapidement et plante une grenade dans la cavité résultante, tuant finalement Ra. Désormais, Id peut utiliser ses pouvoirs pour libérer tous les humains manipulés. Il déclare que la prochaine étape consiste à éliminer les extraterrestres arrivant dans le vaisseau spatial, car les humains ont été intrinsèquement conçus pour tuer. Shenya ne comprend pas pourquoi Id ne les a pas alertés de tout cela avant la panne de courant, et Aliona et Marina expriment leur opposition à la manipulation des humains par Id. Quand Id se proclame le dieu que les humains méritent, Shenya l'attaque avec un couteau, mais Id utilise ses pouvoirs pour le forcer à tuer Marina à la place. Enragé, Olet tente également d'attaquer Id, mais Yura intervient pour le défendre, soulignant qu'Id est leur seul espoir contre l'invasion imminente. Une bagarre s'ensuit entre Yura et Olet, et quand Olga observe Yura maîtriser Olet, elle saisit une arme à feu et tire sur Yura pour l'arrêter. Shenya tente à nouveau de tuer Id, mais Id l'arrête sans effort. Olet envisage de tuer Yura et tire sur Id à la place, mais les balles n'ont aucun effet. Id utilise ses pouvoirs pour faire en sorte qu'Olet perçoive tout le monde comme son père, le faisant faiblir. Cependant, grâce à ses capacités de détection, Shenya peut localiser le véritable identifiant et il saute pour le faire tomber à ses côtés. Ils périssent tous les deux au moment où ils touchent le sol. Simultanément, un vaisseau spatial colossal atterrit sur un groupe de bâtiments. Olet s'empare de l'appareil, Id l'extrait de Ra et part avec les femmes, refusant d'achever Yura. Après avoir récupéré quelques armes sur l'escorte tombée, le trio rentre dans le vaisseau spatial qui a ouvert sa porte en prévision de Ra. À l'intérieur, des centaines d'extraterrestres dorment dans des modules et lorsqu'Olet active l'appareil, l'oxygène commence à affluer dans ces modules. Il semble que Ra était destiné à les réveiller et la minuterie sur les modules confirme qu'ils seront bientôt opérationnels. Ils tentent de leur tirer dessus et confirment que cela les tue, mais ils manquent de munitions ou de temps pour tous les éliminer. Olga remarque que les tuyaux transportant l'oxygène se trouvent au sol et en détruire un éradique simultanément de nombreux extraterrestres. Le trio commence à détruire tous les tuyaux qu'ils peuvent localiser, stoppant ainsi l'invasion. Cependant, alors qu'Aliona est sur le point de détruire le dernier tuyau, elle se fige en réalisant que ces derniers potes contiennent des enfants. Les enfants commencent à sortir des nacelles et quand Olet les voit, il laisse tomber son arme au sol, incapable de blesser des êtres innocents.